Lors du chapitre précédent, Lancelot faisait une entrée magistrale en défonçant tous ses adversaires, tout en créant une polémique quant à sa puissance. Qu'en sera-t-il donc dans ce nouveau chapitre des 4 chevaliers de l'Apocalypse? Commençons donc par la polémique du moment. Lancelot serait-il donc trop fort pour l'histoire? Car oui, cela dérange énormément que le gars se ramène comme si de rien n'était et explose tous les adversaires sans problème. Sachant que juste avant, même si ses camarades avaient adopté une mauvaise stratégie, il se faisait quand même dominer. Et à lui seul, il a réussi à renverser complètement la situation. Mais là, ce qu'il faut prendre en compte, c'est l'utilisation que l'auteur en fait. Je suis d'accord pour dire qu'à chaque fois qu'il intervient, la tension présente disparaît totalement. Prenons donc l'exemple de la première partie du manga. À ce niveau, il devait être juste un guide et voir ce dont était capable Perceval et son groupe. Ses interventions directes sont donc minimes. La première fois dans la ville d'Angalad où il est resté assez discret car il y avait beaucoup trop d'ennemis. La deuxième fois lorsqu'il a révélé son identité à Perceval et son groupe qui ne pouvaient plus rien faire face à l'adversaire. Ou encore à Lyonès face à Arthur et au royaume des démons face à Nanashi. Donc à chaque fois qu'il est intervenu, c'était à la fin d'un arc ou souvent un adversaire qui le prenait à part. En termes de puissance, Arthur le compare à un des 7 péchés capitaux. Ces mêmes personnages qu'il demande à ses hommes d'éviter au maximum. De ce fait, si on ne regarde que cela, je peux comprendre que les gens soient fâchés du fait qu'il soit trop puissant. Mais personnellement, je le compare beaucoup à Escanor. Oui, on risque de me tomber dessus parce que certains ne seront pas forcément d'accord. Escanor est le personnage des Seven Deadly Sins qui, sous certaines conditions bien sûr, roule sur tout ce qui bouge. Ce qui est le cas de Lancelot. Et ils sont tous les deux présents uniquement dans les moments clés. C'est-à-dire, si au début du manga animé, les deux étaient apparus et se donnaient à fond dès le début, il n'y aurait pas d'enjeu. La différence se trouve alors au conditionnement de leur puissance. Si pour Escanor, c'était la position du soleil dans le ciel, au fur et à mesure que le soleil atteint le zénith, il gagne en puissance, eh bien pour Lancelot, les conditions de sa force pourraient être liées soit à un lieu, soit à sa façon de tenir ses armes. Car lors de son combat contre Nanashi, ce dernier a relevé un fait vis-à-vis de ses mains. Un truc du genre, tu utilises plus ta main droite qu'autre chose. Bref, oui, Lancelot est cheaté, mais aujourd'hui, c'est aux adversaires de trouver le moyen de se débarrasser de lui. Un moyen que Arthur aurait peut-être trouvé. Revenons au moment où Lancelot a battu les 4 périls. Ah, pardon. Après qu'il ait abîmé les réceptacles, le chaos sort, le remercie de ne pas les avoir tués, et surtout, pour dire à quel point Lancelot est une épine dans son pied. Ce dernier ne perd pas de temps et lance directement Shining Road pour détruire cette crasse. Il touche, mais malheureusement, ce morceau de chaos s'en va en emportant les réceptacles avec lui. Et au passage, son épée est brisée. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Au moins ça a tenu 2 ans déjà. Peut-être que s'il en avait pris plus soin, il aurait eu un Jinky. Au même moment, de l'autre côté, Arthur reçoit les dégâts de l'attaque de Lancelot sur son chaos. Mais cela n'a pas été inutile. Après s'être pris une deuxième fois le Shining Road de Lancelot, Arthur aurait peut-être une idée sur le secret de la force de Lancelot. J'ai vu comme quoi des théories seraient liées à la Dame du Lac, d'où le fait que je disais un peu plus tôt que ce serait peut-être lié à un lieu. Le chapitre se termine là, mais avant, revenons sur nos protagonistes. Coupé en deux, Tristan est à terre. Tout le monde le croit mort, lui y compris. Je suis mort. Oh là, je suis mort. Ils le pleurent tous. Enfin, sauf Lancelot qui arrive et lui met une claque. Lui rappelant ainsi qu'il n'est pas n'importe qui. À moitié démon, il en faudra plus pour le tuer. Car oui, pour se débarrasser d'un démon de rang supérieur comme Meliodas, il faudra détruire ses 7 cœurs. Je ne sais pas combien Tristan en aura, mais il mourra pas comme ça. Nous nous reverrons très bientôt. Cette journée aura été riche en enseignements. Jusque-là, je ne voyais en vous, les 4 chevaliers de l'Apocalypse, que de simples bouffons avec lesquels je pourrais me divertir à l'occasion si l'ennui me prenait. Une fois calmés, ils ne voient que le négatif de ce que cette bataille a apporté. Non seulement ils ont échoué, mais en plus, la moitié de la population a disparu à cause de leur présence. Lancelot, lui, ne le voit pas de cet œil. Il y a eu des pertes, certes, mais c'est en particulier à cause de l'ennemi. Mais le plus important, c'est surtout d'avoir permis la réunification de toute l'équipe avec Tristan et Lancelot. On a en plus 2 nouveaux personnages dans le groupe, Gareth dans l'équipe Perceval et Balim dans l'équipe Gawain. Et encore 2 autres persos avec un statut à déterminer. Et c'est sans transition que tous les personnages sont revenus à Lyonès. On ne nous les montre pas car aujourd'hui on est plus centré sur Lancelot, qui est convoqué par le roi Bartra, ancien roi Bartra. Ça fait plaisir de voir au passage ce personnage qui est toujours fidèle à lui-même. Je ne me rappelle plus trop de son nom, mais c'est dommage qu'on ne l'ait pas plus exploité que ça. Bref, Lancelot commence une discussion par télépathie avec Bartra. Déjà, je ne savais même pas qu'il lui était possible de faire ça. Lire dans les pensées, ok, mais Bartra, est-ce qu'il en est capable également? Je chipote un peu là. Bartra le remercie donc de prendre soin de son petit-fils, mais s'il l'a convoqué, ce n'est pas pour cela,
mais pour lui annoncer une de ses visions. Ça ne nous avance pas plus que ça, mais jusqu'à présent, le seul pays lointain dont on pourrait parler, ce serait le pays des samouraïs dont parlait Nanashi. Et peut-être le même où Lancelot aurait obtenu cette tenue. Lancelot sort de la salle tout en remerciant Bartra et se prépare à aller pour Benwick. Il laisse donc un message à Anne et Natien pour Perceval. Anne qui au passage va essayer de piéger Lancelot avec son pouvoir. Et lorsqu'elle se rend compte que ça ne passe pas, elle trouve que le gars est chiant. Moi je trouve ça plutôt drôle. Lancelot se met donc en route pour Benwick et nous montre un peu de paysage. Il esquisse même un petit sourire montrant à quel point il est lié à la nature. Cependant, une fois arrivé à Benwick, il se rend compte que quelque chose ne va pas. Les fées, pourtant d'ordinaire si bruyantes, autant dans les pensées que dans la parole, sont absentes. C'est le silence total. Un silence qui prendra fin lorsqu'un adversaire sorti de nulle part s'en prendra à Lancelot. Étonnamment, Lancelot ne l'a pas senti venir. Il s'est défendu comme il pouvait, mais finit quand même sous le joug de son adversaire. Heureusement pour lui, tout ceci n'était qu'une mise en scène et pas de vrais adversaires. Car ses parents ont organisé un accueil pour leur fils indigne qui ne vient quasiment jamais à la maison. Le chapitre finit sur cette case, avec Ban remettant gentiment son fils à sa place. Peut-être un moyen pour l'auteur de répondre à la polémique et de prouver que Lancelot a encore plein de choses à apprendre. Car oui, il a beau être le plus fort de sa génération, il n'a pas encore atteint le niveau de son père ou de Méliodas. Avant de vous quitter, n'hésitez pas à écrire en commentaire quelle peut bien être la faiblesse de Lancelot. Comment est-ce que Ban et toute la forêt des fées se sont débrouillés pour faire disparaître leurs pensées à Lancelot qui est lui censé les repérer? Ce qui prouve au passage qu'il s'appuie un petit peu trop dessus. Bref, je ne vous retiens pas plus que ça. Faites-moi savoir si vous avez apprécié la review ou pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!